Merman, donc comédienne, auteure, metteur en scène. Voilà, je dirige la compagnie Idiomécanique Théâtre. Voilà, Mathieu Desfemmes, auteur, metteur en scène, comédien, qui est interprète sur ce projet et qui est interprète militant. Donc quelques mots sur la compagnie. J'ai fondé cette compagnie en 2008 et toutes les créations parlent d'un même thème, d'une même préoccupation, d'un même questionnement sur la place de l'individu face à la société, face aux contraintes morales, sociales. Voilà. Il y a quand même cette ligne directrice qui m'intéresse vraiment sur la manipulation et les aliénations et la façon dont l'homme tente de se libérer. Voilà, et donc là tu as fait la découverte, si j'ai bien compris la maquette, tu as découvert un personnage. Voilà, donc dans cette ligne-là... affilié à la famille de Freud. Voilà, donc c'est le neveu de Freud, par son père et par sa mère, donc c'est vraiment de la très proche famille. Ils ont émigré à la fin du 19e à New York, et en se servant de ce que Freud était en train de découvrir sur l'âme humaine, sur l'inconscient, la psychanalyse, son neveu, Edward Bernays, très passionné par toutes les découvertes de son oncle, lui s'est servi des mêmes découvertes pour mettre au point des techniques de manipulation de masse. Ce personnage me passionne, puisque aujourd'hui, toutes les techniques de marketing, de communication politique, de management en entreprise viennent de là. Donc ça devenait nécessaire, urgent pour moi de raconter cette histoire-là. Au début, il fait du marketing, de savon, de tout ça, et puis le patron de Lucky Strike lui dit « mais les femmes ne fument pas en public », donc on était à la fin des années 20. Donc lui, fort de ses discussions avec Freud, se dit « je vais aller voir un psychanalyste pour voir ce que c'est la cigarette pour la femme ». Et le type lui dit bah, « c'est un symbole phallique ». Donc il va voir les suffragettes, et il leur dit « si vous voulez être comme les hommes, fumez comme les hommes ». Et ça fait un tabac, c'est le cas de le dire. Tous les journalistes sont là, la photo des suffragettes sur la 5e avenue, le dimanche de Pâques 1929, fait le tour du monde, et Lucky Strike fait 32 millions de dollars. Oui, cette année-là, 32 millions de dollars de bénéfices. C'est vraiment l'idée de tous ces experts, entre guillemets, qu'on voit tous les jours à la télé aujourd'hui. Tous les jours, il y a un médecin, il y a une vedette de ci, un machin de ça. Et tous ces experts ne sont pas payés, mais ils ont tout intérêt à entretenir, je veux dire, à aller dans le sens de ce que ces responsables de communication demandent. De toute façon, en plus, il y a des ponts entre les experts, parce que tous travaillent ou leurs études sont souvent payées par les boîtes, soit pharmaceutiques, là en l'occurrence le tabac. Leurs études indépendantes. Voilà, les études indépendantes oui, sur les dents. Mais même à Ouais. l'époque, parce qu'ils savaient déjà, au moment de toute cette campagne de pub pour faire fumer les femmes, on savait déjà que le tabac était dangereux, mais on va payer des études indépendantes pour certains experts pour qu'ils disent qu'effectivement le tabac est là pour calmer les nerfs. Alors du coup, avec cette matière-là, avec ce personnage-là qui est le premier à appliquer des méthodes marketing, j'imagine que donc après la pièce, vous avancez dans le temps et on arrive sur des époques où vous allez... Il se met à travailler pour la politique, il invente les sondages de grande envergure pour faire réélire des présidents des États-Unis, parce qu'il travaille avec au moins deux présidents des États-Unis, puis il a travaillé avec Eleanor Roosevelt, enfin il a eu plus de 400 clients et des gens très hauts. Et puis un jour il travaille avec la CIA et il manipule l'opinion publique au Guatemala, parce que la CIA veut faire un coup d'État au Guatemala. Et ça marche tellement bien, sa technique, que 18 jours suffisent pour faire tomber le gouvernement socialiste du Guatemala. Et suite à ça, c'est 40 ans de guerre civile, enfin c'est vraiment un chaos. Et cette guerre psychologique que Bernays a inventée a servi pour le Chili, pour le Vietnam, a servi de modèle en fait pour d'autres coups d'État de la CIA. Et alors vous avez envie de nous emmener, sans dévoiler les dramaturgies de l'ensemble du spectacle, vous nous emmenez dans la tragédie où il y a une lueur d'espoir. Non, c'est plutôt... enfin, on peut pas dire une farce. En fait, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup, parce que c'est tellement énorme que de toute façon, l'humour ressort de ce qu'ils disent. Oui. Après, ce qu'il y a, c'est que Julie a voulu faire aussi ces ponts-là avec le théâtre. Enfin,
les héritiers de tout ce monde-là. C'est-à-dire qu'on a régulièrement dans le spectacle les incursions des spin doctors de maintenant qui sont là et qui sont en train de se questionner. Voilà, donc c'est nous interpeller là-dessus, et j'imagine que pour toi, c'est ta compagnie, comme tu disais, c'est le théâtre, c'est la fonction même du théâtre à tes yeux. On entend mieux les choses sur un théâtre que partout ailleurs. On est abreuvé de publicité, de communication, et on ne la voit même plus. Donc si on la met sur un théâtre, peut-être il y a une chance que ce soit entendu et questionné. En fait, quelle est la valeur réelle de nos démocraties? C'est ça la question. Et je pense aujourd'hui qu'il faut un théâtre d'engagement. Donc là, ça en est où? Donc alors ça en est que... Calendrier de production, voilà. Et puis quels sont vos Ma compagnie, vos besoins d'aujourd'hui? elle est vraiment à un moment charnière, ma compagnie. C'est-à-dire que j'entre vraiment dans un... Je sens que ce spectacle peut être très fondamental pour la compagnie, pour plein de raisons. On commence à avoir des partenaires vraiment réguliers, beaucoup dans le Val-de-Marne. Pour la première fois, on va jouer dans un CDN, le TQI, on est suivi par les théâtrales Charles Dulin, par la DRAC, l'institution nous porte, Arcadie, Adami, pas encore sur ce projet, mais je veux dire, c'est des gens qui soutiennent depuis un certain temps. Le problème, c'est que les budgets de la culture étant ce qu'ils sont aujourd'hui, les coproducteurs ne peuvent pas donner beaucoup. Et on est trop ric-rac au niveau du budget. Donc le premier élément, c'est on a besoin de coproduction supplémentaire. On a besoin de préachat aussi. On a besoin de lieux où répéter. Normalement, on fait la première le 7 octobre à Orly. Et puis après, on a une trentaine de dates entre l'automne 16 et puis le printemps 17. Quoi. Bon, ça va un peu s'étaler comme ça. Voilà où on en est. Donc 30 dates aujourd'hui. Pour un projet en création, c'est pas mal, donc bravo d'avoir... C'est génial, mais la moitié est en co-réalisation. Donc, malheureusement, on se contente de 30 dates, avant on en faisait beaucoup plus, mais... Oui, mais 30, c'est vrai que c'est déjà pas mal. 30 dates aujourd'hui, en moyenne, c'est pas mal pour un projet qui démarre. Ouais. Mais effectivement, par rapport au budget, c'est pas suffisant. Ouais. Pour l'instant, on ne peut pas payer les répétitions. Très bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie, et puis bonne route au projet, et à bientôt.